Toutes les plateformes, YouTube, LinkedIn, en sont sur SoundCloud et dès cet après-midi sur notre plateforme, bien sûr, barredeleconomie.fr. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets vraiment très importants. Nous allons parler de filtration de l'eau, l'or de demain, et puis comment construire la société de la longévité. Donc en fait, on va parler de Silver Economy grâce à mes invités du jour que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Frédéric Dombrowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Relumix, une société que vous avez rachetée en totalité en 2017. Chaque année, vous investissez environ 8 à 10% de votre chiffre d'affaires en recherche et développement. Vous agissez dans la fabrication de gamme de filtres statiques, auto-nettoyants, séparateurs d'eau, ainsi que de produits de lubrifiants, de diesel, d'essence ou de kérosène solvant. Vous êtes réputé d'ailleurs pour vos compétences en filtration par séparation de l'eau pour les systèmes de ravitaillement en carburant, conformes aux normes d'ailleurs de l'armée française, et vous avez inventé aussi une filtration pour le Grand Paris. On veut bien savoir quelle est-elle. Et vous cherchez du coup des collaborations avec des laboratoires ou un biologiste pour travailler sur votre solution de traitement des bactéries et virus dans l'eau. Donc on va aussi faire un appel à des chercheurs ou à des biologistes. À vos côtés, Nicolas Menet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du cluster Innovation Silver Valley qui fédère près de 300 organisations de la Silver Economy. 4000 professionnels sont affiliés à ce cluster. Et vous êtes aussi vice-président Innovation Filière Silver Economy. Vous êtes aussi sociologue, auteur prolifique, puisque vous avez publié déjà 6 livres, dont je vais en citer quand même 3 parce que j'aimerais bien qu'on intervienne sur ces livres, si vous voulez bien. Nicolas Menet, c'est le grand livre de la longévité chez Erol en 2019. Construire la société de la longévité, une opportunité pour le futur, aux éditions Erol, aussi en 2019. Et puis Start-up, arrêtons la mascarade, pour contribuer vraiment à l'économie de demain. Alors là, on voudra bien entendre également votre avis là-dessus. C'était chez Duno en 2018. Mais tout d'abord, comme d'habitude, eh bien, nous passons aux infos du jour. Et donc, la première, bien évidemment, comme d'habitude, c'est notre point Covid. Mais alors là, je crois que pour comprendre la conférence de presse d'hier soir, je crois qu'on a tous eu un petit peu de mal parce que entre les mesures et les commentaires des mesures, il fallait arriver à dérouler le fil. Et en fait, le mot d'ordre, c'est un confinement sans confinement. Bref, tous dehors et ça jusqu'à 19h. Mais alors, qui prend l'eau? Eh bien, malheureusement, encore une fois, les commerces. 50 000 commerces en Île-de-France vont fermer. Ça va coûter 1 milliard de plus au ministère de l'économie et des finances. En tout cas, 18 départements sont concernés par ce nouveau confinement de 4 semaines. Je ne vais pas tous les citer parce que je pense que ça, vous l'avez entendu. Évidemment, toute la région Île-de-France, mais aussi les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure, qui sont d'ailleurs très étonnés de faire partie de ce challenge. À partir de vendredi soir minuit, donc c'est ce soir, et pour 4 semaines, a indiqué Jean Castex, le confinement sera de 7 jours sur 7, avec un déplacement hors du domicile autorisé à 10 km autour de chez soi. Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf motif impérieux. Ça veut dire que pour vous déplacer à plus de 10 km, il vous faut une attestation. Les écoles maternelles, élémentaires, collèges resteront ouverts. Les activités extrascolaires sont maintenues. Par contre, ce sont les lycées qui, eux, vont devoir fonctionner à moitié. Les règles de lieu de culte restent inchangées. Le couvre-feu est donc maintenu, mais décalé à 19h en France à partir de samedi soir, pour s'adapter d'ailleurs au passage de l'été. S'agissant des commerces, je viens de vous le dire, seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir, et la notion sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester ouverts. Ça veut dire que dans les grandes surfaces, eh bien, ils vont devoir bâcher les rayons de vêtements. Et puis, malheureusement, eh bien, ça nous met encore 50 000 commerces en Île-de-France qui vont avoir le rideau fermé. Toutes les entreprises et administrations qui le peuvent devront également pousser, je cite le Premier ministre, le télétravail pour le mettre en place au moins 4 jours par semaine, tout en maintenant toujours une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent. Beaucoup d'entreprises sont encore loin, a-t-il dit. Le Jean Castex a également demandé la mise en place d'ici le début de la semaine prochaine d'un protocole significativement, je cite, renforcé pour la restauration collective des entreprises, rappelant que le moment des repas sur les lieux de travail est particulièrement à risque. Et du coup, je
Je vous rappelle cette solution proposée que je vous ai annoncée hier par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Donc ça s'appelle pausedéjeuner.fr pour les restaurateurs et les entreprises. Enfin, c'est aujourd'hui la reprise de la vaccination via AstraZeneca. La Haute Autorité de Santé actualisera évidemment cette recommandation. Alors, je vais demander à nos invités du jour ce qu'ils pensent. On va commencer par Frédéric Dombrowski. Vous êtes président d'une société, donc qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles mesures ? C'est des mesures difficiles à comprendre. Moi, je peux parler du télétravail parce que dans l'entreprise, c'est une entreprise de production, donc le télétravail, c'est compliqué à mettre en place. Je pense aussi que le télétravail sur une longue distance, sur une longue période, c'est un vrai problème à la transmission de l'expertise, à l'évolution aussi de l'expertise. Après, je pense que ceux qui sont encore lésés dans ces nouvelles règles de confinement, ce sont les étudiants. Les étudiants qui malheureusement sont quand même les sacrifiés depuis 1 an et demi aujourd'hui. Ça devient très problématique pour eux. Et il faudra trouver à très court terme une solution, je pense, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On perd de l'expertise, on perd beaucoup de choses aujourd'hui sur les 1 an et demi d'études perdues, ça fera 2 ans. C'est quand même quelque chose de conséquent. Merci beaucoup Frédéric Dombrowski. Je rappelle que vous êtes le président de Relumix, une société installée à Cergy-Pontoise en Val d'Oise. Nicolas Menet, vous êtes directeur général du cluster Innovation Silver Valley. Alors, pour les seniors... Alors déjà, je voulais réagir sur le télétravail. Je comprends exactement le problème de l'industrie. Mais c'est vrai que dans le monde des startups, finalement, le télétravail, c'est plutôt un bon point puisque ça permet de réorganiser le travail, d'alléger les coûts sur les locaux. Effectivement, dans tout l'univers tertiaire, le télétravail est plutôt un point positif, sachant qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui marchent très bien, d'outils collaboratifs. Donc c'est vrai que, vous voyez, on a 2 secteurs très différents avec des avantages. Après, bien sûr, le confinement n'est pas forcément une bonne idée. Alors concernant les seniors, bien sûr, sur le confinement, Silver Valley a réalisé un baromètre avec le magazine Pleine Vie où on voit que 66% des plus de 60 ans ont considéré que leur qualité de vie s'est dégradée sur une année. Donc c'est énorme, c'est-à-dire 66% un sentiment de dégradation de qualité de vie avec des gens qui ont très très mal vécu évidemment cette année. Il y a quelques avantages bien sûr, peut-être on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, c'est quand même très difficile pour les personnes qui avancent en âge cette période. Bien sûr. Et puis l'isolement, évidemment, on en reparlera peut-être tout à l'heure si vous voulez bien. Merci en tout cas pour votre commentaire, Nicolas Menet. Autre information du jour, c'est sur le ski. 1 milliard perdu pour les commerces et les fournisseurs liés aux remontées mécaniques. C'est l'Union Sport et Cycle, l'USC, la fédération qui regroupe les entreprises du secteur du loisir et du sport, qui fait les comptes de la saison hivernale. Évidemment, 73% d'activité en moins et des caisses qui se vident à vue d'œil, disent-ils dans leur communiqué publié le 16 mars. Une situation dramatique pour les entreprises car les commerces et activités du secteur indirectement liés aux remontées mécaniques réalisent 85% de leur activité annuelle durant la saison hivernale. En numéraire, la perte est estimée à 1 milliard d'euros par an. Résultat, ils disent qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et que les faillites pourraient être nombreuses. Selon l'USC, 31% des entreprises ont déjà puisé dans plus de 50% de leurs fonds propres pour survivre et 28% ont déjà épuisé la moitié de leur PGE. Faute de visibilité sur les mesures d'aide à partir du mois d'avril, les entreprises saisonnières seraient contraintes de s'adresser aux tribunaux de commerce, écrivent-ils dans ce communiqué. Les commandes d'équipements de ski devraient donc s'effondrer de 70% en 2021. C'est la prévision, bien sûr, de cette fédération. Les aides de l'État restent à ce jour, disent-ils, inadaptées. Autre information du jour, on change complètement de sujet. C'est une proposition du groupe Édouard Leclerc qui propose 21 paniers repas équilibrés pour 21 € depuis la semaine dernière par des listes de courses toutes faites en permettant donc d'acheter de quoi préparer une semaine de repas pour une personne. Pour y accéder, il suffit de télécharger sur Internet l'une de ces 4 listes de courses, dont une pour végétariens. Des listes conçues par des nutritionnistes afin d'éviter la lassitude et le fait qu'on mange toujours bien sûr la même chose. À vous ensuite d'adapter si vous êtes 2, 3 ou 4 ou plus dans votre foyer. Et vous pouvez bien sûr aussi acheter tous ces produits présents sur cette liste dans n'importe quelle grande ou petite surface, ou bien carrément les commander en ligne ou les récupérer en drive, puisque maintenant toutes les possibilités sont offertes. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée à vous suggérer d'avoir des listes de menus tout prêts. Autre
Autre info du jour, la Société Générale s'engage dans une vaste restructuration jusqu'en 2025, viennent-ils d'annoncer. C'est le rapprochement avec les anciennes Crédit du Nord qui a été validé. La Société Générale poursuit donc son programme ambitieux de réorganisation de son activité de banque de détail. Et à l'issue de ce processus, le groupe ambitionne de réduire sa base de coûts, d'optimiser sa rentabilité pour continuer évidemment à satisfaire sa clientèle. Cette fusion sera suivie d'une fermeture de quelques centaines de succursales dans les 5 prochaines années. Les conseils d'administration des deux groupes se sont entendus sur la nécessité de se conformer aux accords de Bâle à l'horizon 2025, ce qui implique d'optimiser la rentabilité de leurs fonds. Pour rassurer les clients, Frédéric Ouéda, le DG de la Société Générale, vante l'adoption d'un modèle plus à même de satisfaire les clients, tout comme celle des actionnaires et des investisseurs. Bien sûr, c'est les impératifs de la rentabilité. Le groupe prévoit de porter cette rentabilité de fonds à une fourchette comprise entre 11 et 11,5% en 2025 et pour ce faire, envisage une réduction de 450 millions d'euros d'économies, ce qui signifie la fermeture de 600 agences sur les 2100. Boursorama, la filiale de la banque, la filiale de banque en ligne de la Société Générale, prévoit d'accélérer le processus de recrutement de clients d'ici 2025. Cela entraînera dans un premier temps une perte estimée à 230 millions d'euros entre 2021 et 2023 pour revenir vers un résultat bénéficiaire attendu à 100 millions d'euros, puis à 200 millions d'euros d'ici 5 ans. C'est le business plan. Enfin, autre information, après avoir fait l'acquisition toujours dans la finance, donc à hauteur de 62% de CNP Assurance, c'est la Banque Postale, cette fois groupe public, qui poursuit sa transformation. Les deux partenaires planchent sur les évolutions qu'implique ce partenariat, mené par l'ex-directeur général délégué justement de la Société Générale, Philippe Heim, placé aux commandes de la Banque Postale maintenant. Le chantier Banque Assurance s'annonce donc complexe dans un environnement marqué par les évolutions réglementaires et des taux durablement bas, et puis aussi une baisse bien sûr des activités courrier de la Poste et un souhait d'amélioration des rendements tout en s'appuyant sur les 800 salariés de la branche assurance que compte la Banque Postale et les 2800 employés de CNP Assurance. La part assurance va constituer plus de 40% du chiffre d'affaires de la Banque Postale contre 5% selon les chiffres de 2019. Autre information intéressante aujourd'hui, eh bien, c'est donc dans le secteur, cette fois on va partir à l'international, la Russie qui décide de mettre en place des paiements par reconnaissance faciale dans certains supermarchés. Et oui, c'est possible. Le premier groupe de distribution du pays, le russe X5, a annoncé la mise en place de cette technologie dans des dizaines d'établissements, comme celui à Moscou par exemple. Si certains clients sont réticents, l'accueil semble plutôt positif. Certains disent c'est super car le 21e siècle est à l'ère de la technologie. Pour les personnes âgées, c'est nouveau bien sûr. Certains utilisent encore des téléphones avec des boutons poussoirs et n'ont pas confiance, mais moi je trouve que c'est une idée cool, réagit un employé de banque. Lorsque les caisses automatiques sont apparues, nous avions peur que les personnes âgées ne veuillent pas les utiliser. Il s'est avéré qu'elles ont été acceptées. Lorsque vous créez un produit, une fonction et dont l'usage est confortable pour tout le monde, eh bien on commence à l'utiliser et les craintes disparaissent très vite, a-t-il dit. Enfin, en tout cas, d'ici la fin de l'année, 3000 supermarchés à travers le pays devraient être équipés et pour l'heure, seuls les clients de Sberbank, la première banque russe, ont accès au service. Pour le groupe X5, les tentatives d'usurpation d'identité sont exclues grâce à une caméra 3D qui mesure la profondeur du visage. Et ça, je vous avais déjà parlé de ces nouveautés en caméra. Mais on va quand même demander à mes invités du jour ce qu'ils en pensent, notamment vous, Nicolas Menet. Là, on est typiquement dans un cas de ce qu'on appelle le solutionnisme digital, c'est-à-dire que probablement c'est une innovation qui n'a aucun intérêt particulier, sauf peut-être pour cette entreprise qui crée des bases de données, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. En tout cas, avec notre recul et notre savoir sur notamment les seniors européens, via notamment notre communauté qu'on a créée chez Silver Valley, je pense, je ne peux pas parler à leur place, mais je pense que l'acceptabilité d'une telle solution serait totalement impossible, parce qu'on est vraiment
vraiment dans une intrusion dans l'intimité et la souveraineté de la personne. Et aujourd'hui, on voit bien que cette nouvelle génération de seniors qu'on appelle les boomers ont comme mot d'ordre justement liberté, souveraineté. Et là, typiquement, on est dans une innovation digitale très intrusive. Je ne pense pas que ça marcherait aussi bien en France, mais peut-être que les Russes sont plus avancés que nous, qui sait. Qui sait. Merci Nicolas Menet. Je rappelle que vous êtes directeur général du cluster innovation Silver Valley. Frédéric Dombrowski, vous êtes président de Relumnix. Moi, j'avais plutôt envie de vous interroger sur la relation finalement client. On a quand même besoin de relations sociales, on le voit bien en confinement. Est-ce que vous trouvez que finalement faire ses courses sans avoir aucune relation avec personne, c'est viable pour nous, la France? Et vous, comment ça se passe avec vos clients? Comment faites-vous au niveau relations sociales? Alors aujourd'hui, effectivement, les relations sociales sont un petit peu difficiles. Les rendez-vous sont limités. On travaille beaucoup par visio, donc ça reste quand même quelque chose de proximité. Mais il y a une vraie rupture sur le lien social qu'on peut avoir. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps, cette période un peu difficile aujourd'hui où le lien social est assez coupé, même au niveau professionnel. Mais je pense qu'on le ressent un petit peu moins au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et donc, vous pensez que ça vous plairait, vous, personnellement, de faire vos courses, finalement, j'allais dire presque comme si on était des robots, on achète, on met dans son panier et on ressort sans parler à personne et sans... Effectivement, je vois pas beaucoup l'intérêt. Maintenant, il y a plusieurs modes de paiement aujourd'hui. Les nouvelles générations sont très friandes de ce genre de progrès. Il faut peut-être avoir des solutions pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour les seniors, ça risque d'être un peu compliqué à accepter. Et l'intérêt vraiment de la chose, pour l'instant, je la comprends pas bien. C'est un mode de paiement supplémentaire. Merci beaucoup pour vos réactions. Alors, dernière info du jour, c'est en Hongrie cette fois. Je vous emmène visiter un petit peu la Hongrie, car des maires de l'opposition s'élèvent contre la corruption et le populisme et montrent des signes de méfiance politique à l'encontre de leur Premier ministre Viktor Orban. Des panneaux d'affichage situés juste en face de la mairie de Budapest énumèrent 25 exemples concrets sur la façon dont le gouvernement hongrois menacerait le fonctionnement de la municipalité par des coupes financières. La pandémie a bien sûr réduit les revenus de la ville et les mesures d'austérité décidées par le gouvernement pourraient encore faire baisser de 20% les recettes de cette commune et d'autres communes. La source de revenus la plus importante pour Budapest est la taxe professionnelle payée par les entreprises locales. Le gouvernement l'a réduite, amputant de manière significative le budget municipal, dit-il, et en augmentant dans le même temps la taxe de solidarité destinée à soutenir les villes à faible revenu. Ces deux éléments combinés mènent Budapest tout droit à la faillite, dit-il. Des dizaines d'autres maires de l'opposition libérale pro-européenne soutiennent cette cause depuis les élections municipales de 2019, quand l'opposition anti-Orban avait remporté de façon surprenante près de la moitié des grandes villes de Hongrie. Plusieurs de ces maires se sont concentrés récemment pour coordonner leur réponse aux coupes budgétaires. Le gouvernement hongrois opère une discrimination, disent-ils, spectaculaire entre les villes dirigées par les maires du parti au pouvoir et celles gérées par ceux de l'opposition. Le 24 décembre dernier, les grandes villes administrées ont reçu un soutien financier de 1,3 milliard de forint, soit environ 3,5 millions d'euros, alors que nous n'avons rien reçu, raconte le maire d'une autre ville qui s'appelle Tatabánya. Les maires de l'opposition disent aussi que les fonds européens ne sont pas également répartis. Ils ont donc été assez audacieux pour demander un accès direct à cette ressource financière sans implication du gouvernement national dans la démarche. Il y a 2 ans, le maire de Budapest avait signé d'ailleurs le pacte des villes libres avec ses homologues de Prague, Varsovie et Bratislava. De plus en plus de gens en Europe s'indignent de voir les fonds de développement de l'Union européenne financer la corruption et l'autocratie, dit-il. Nous ne voulons pas que nos villes en souffrent. Selon les statistiques, 40% des appels d'offres en Hongrie ne relèvent que d'un seul et unique participant. Environ un quart des fonds de l'Union européenne ont été acheminés par l'intermédiaire des oligarques et des proches du gouvernement ces dernières années, confirme le directeur de Transparency International, l'ONG basée en Hongrie, qui donc corrobore ces faits. Voilà, c'était nos infos du jour. On va tout de suite faire une première pause musicale et ensuite place à nos débats. Aujourd'hui, l'eau lors de demain et la construction de la longévité avec la Silver Economy. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
answers, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous Restez chez vous. et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nos sujets sont construire la société de la longévité avec la Silver Economy et la filtration de l'eau avec l'heure de demain. Pour cela, j'ai à mes côtés Nicolas Menet, directeur général du Cluster Innovation Silver Valley, et Frédéric Dombrowski, président de Relumix, donc qui est spécialisé dans la filtration de l'eau. Et justement, c'est avec vous que j'ai envie de commencer parce que quand même l'eau, c'est l'heure de demain, comme je le disais, et vous avez innové en inventant une filtration en particulier pour le Grand Paris. Expliquez-nous un petit peu cette invention, ces recherches, Frédéric Dombrowski. Oui, donc l'enjeu pour nous, c'était de compenser la perte sur le pétrole. Donc il existe depuis toujours une certaine méthode pour filtrer et il a fallu... on a été approché par le Grand Paris en fait pour les problématiques de centrales, béton et de tunneliers. Vous n'êtes pas sans savoir que le Grand Paris, il y a une grosse activité aujourd'hui industrielle de ce côté-là, avec une grosse utilisation d'eau et des rejets d'eau. Donc, la problématique, c'était de pouvoir rejeter, notamment sur pas mal de places de Paris, l'eau en milieu urbain ou en milieu naturel. Et aujourd'hui, il n'y a aucune machine qui permettait de le faire. Donc il existe des solutions, mais qui prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas en temps réel. Et faute de place, il fallait bien pouvoir développer. Donc on a développé une nouvelle philosophie de filtration qui nous permet donc de prendre des eaux fortement chargées en pollution et de les traiter en direct, c'est-à-dire on pompe et un dixième de seconde après ça ressort traité. Ça, on traite quoi? On traite ce qu'on appelle les MES, c'est les particules, donc toutes les boues, les laitances de béton notamment, hein, on va jusqu'à contractuellement 12% de laitance de béton, mais en vrai dans la pratique on monte jusqu'à 40-42% de laitance, donc c'est du yaourt, hein, et on en extrait l'eau et les boues on les sépare pour des traitements ou une réutilisation. Cette eau, elle est
dédouané de toute particule, mais il reste encore des polluants, notamment des métaux lourds. Il reste un pH qui est très élevé, qui est à 13, donc il faut redescendre, suivant les décrets, entre 5,5 et 8,5, et des hydrocarbures. Donc nous, on filtre tout et on traite toutes ces problématiques pour avoir une eau qui est conforme aux normes en vigueur sur les lois de 2011, qui ne sont pas appliquées aujourd'hui parce que difficilement applicables. Et aujourd'hui, grâce à notre solution, on rejette en milieu naturel directement l'eau qu'on a pu traiter. Donc ce que vous avez pu voir sur certaines chaînes à un moment donné où il y avait eu des pollutions de certaines centrales sur la Seine, on en a vu 2 grosses, typiquement c'est exactement ce qu'on traite. Donc la particularité donc de la machine, c'est qu'elle est hyper compacte, elle prend pas de place, elle est rapide et elle traite tout ce qui est à traiter. Maintenant, c'est une machine qui est pointue, une machine où il faut l'adapter au process aussi. Donc les centraliers ou les chantiers qui utilisent cette machine sont obligés de revoir un peu leur process pour gérer l'eau, parce qu'aujourd'hui la gestion de l'eau dans ce domaine n'était pas forcément une contrainte. On se satisfaisait de ce qu'on faisait. Force est de constater qu'aujourd'hui, au niveau écologie, c'est plus suffisant. On ne peut pas continuer à rejeter des eaux non traitées en milieu naturel, même en réseau urbain, parce que derrière, il y a quand même un traitement à faire. Et avec les volumes d'eau qui sont traités aujourd'hui sur ces grands chantiers, c'est très compliqué. Donc toute cette partie eau de process sur le Grand Paris, nous on en fait un marché aujourd'hui et on décline maintenant cette nouvelle philosophie de filtration sur le nucléaire et l'aéronautique. Pourquoi ces 2 autres secteurs, hormis donc le bâtiment, pourquoi ces 2 autres secteurs, hormis le bâtiment, peuvent être intéressés par cette solution ? Par la capacité à prendre des fortes charges de pollution. Si on prend un exemple, dans la marine aujourd'hui, ils sont sur beaucoup de théâtres d'opération, ils s'avitaillent avec des carburants relativement pollués, ou tout du moins dans des conditions de stockage qui ne sont pas bonnes. Donc il y a de grosses concentrations d'eau dans les carburants, ce qui développe des bactéries, et ces bactéries en font une mélasse. Donc quand ils viennent les charger dans les réservoirs des frégates par exemple, si on vient faire l'avitaillement d'un hélicoptère avec ce genre de kérosène pollué, il est évident qu'on va à la catastrophe. Donc l'enjeu, c'est aujourd'hui on le filtre déjà, mais c'est des filtrations fines qui n'ont pas l'habitude de prendre énormément de charge, et on change beaucoup de filtres, c'est une perte de temps, et puis il faut prendre beaucoup de rechange pour pouvoir le faire. Et donc nous là, on a un filtre qui est en essai au service d'essence des armées, qui va rentrer en essai pour pouvoir justement traiter ces mélasses, ces charges au même titre que l'eau, mais beaucoup plus facile parce que c'est pas chargé au point de l'eau. Donc on a mixé un petit peu notre technologie du kérosène et de l'eau pour pouvoir faire un filtre qui se régénère automatiquement. Donc le principe de la philosophie et des nouveaux filtres qu'on a mis, ce sont des filtres qui se régénèrent même avec des fortes charges. Et ils se décolmatent seuls, ils se régénèrent pour avoir toujours leur performance optimisée. Donc c'est la même machine que pour le traitement de l'eau, tout ça c'est la même gamme de machines, ou bien ce sont des machines spécifiques quand vous traitez avec le milieu du bâtiment qu'avec le milieu militaire ou le milieu ferroviaire? Alors, ce sont des machines spécifiques, c'est le moyen qui est le même, c'est-à-dire le filtre la méthodologie de filtration, de régénération des filtres, c'est la même technologie que ce soit pour l'eau ou le carburant. Comment est venue combien de temps vous a-t-il fallu pour mettre au point cette technologie, cette machine? Alors il a fallu aller vite, parce que quand on a perdu le secteur pétrolier, le pétrole c'était 60% de notre chiffre d'affaires. C'est tombé très très vite, ça reprendra un peu vers 2024, mais là avec la pandémie ça risque d'être poussé un peu. Donc il a fallu trouver des solutions, parce que 60% de chiffre d'affaires, si on les perd, il faut bien les compenser. Donc on a réussi à compenser ça en 1 an et demi, 2 ans à peu près. Ce qui fait qu'on n'a pas eu vraiment de perte de chiffre d'affaires, mais c'est un développement qui a été hyper rapide sur le principe. Après l'industrialisation, là, entre le moment où on a commencé ce développement et aujourd'hui le produit industrialisé, ça a pris 4 ans.
Et donc 4 ans et un investissement, parce que vous dites investir entre 8 à 10% chaque année en recherche et développement. Et ça suffit pour faire... donc ce pourcentage, c'est sur les 4 ans, en fait, chaque année pour faire ça. Chaque année, alors il faut choisir les développements qu'on fait. Donc là, on s'était axé sur l'eau. Ça suffit, oui, mais alors la pandémie nous a apporté quelque chose avec le plan de relance. Bruno Le Maire est venu dans nos locaux le 17 septembre pour faire une table ronde sur ce plan de relance, parce que le plan de relance n'était pas très connu des industriels. On ne savait pas si c'était une subvention, on ne savait pas si c'était un prêt, on ne savait pas si c'était une avance remboursable. Et donc il est venu exposer ce plan de relance où effectivement c'est quelque chose de très volontaire du gouvernement, où on met les moyens pour développer la reprise de demain sur les activités, pour les PME notamment. Donc on a, suite à donc, cette visite, on a déposé un dossier pour pouvoir bénéficier de ce plan de relance sur le développement. Donc c'est vraiment basé sur le développement de demain, sur la partie écologie, sur la partie énergie, sur la partie de l'eau et ainsi de suite. Donc ce dossier nous a permis d'être déclaré éligible donc, au plan de relance. On a été financé à hauteur de 800 000 euros pour notre développement, que ce soit sur la recherche, sur les moyens de commercialisation, parce que ça demande quand même des moyens, notamment sur le BTP, c'est beaucoup de location, donc il faut pouvoir avoir du matériel d'avance, et sur le développement de l'entreprise. Donc du coup, c'est un plan, c'est une avance en trésorerie finalement, vous allez être obligé de le rembourser? Non, c'est pas une avance, c'est vraiment une subvention. C'est justifié par un dossier où il faut vraiment faire un dossier expliquant où on va, ce qu'on va faire, les objectifs. C'est une subvention, c'est absolument pas remboursable. Par contre, c'est justifiable. Aujourd'hui, et c'est là l'intérêt. L'intérêt, c'est que si on y va, on bénéficie effectivement d'une aide. Bon, nous, on investit en 1 million. La globalité, c'est 1,7 million. Ils ont retenu 1,2 million d'investissement et ils ont pris l'enveloppe maximale de 800 000 euros, qui représente à peu près 65%. Qui est une jolie somme, parce que sinon, sans eux, vous n'auriez pas pu. Qui est une très bonne somme, une très belle somme. Et puis l'avantage aussi, c'est que c'est quelque chose qu'on a en disponibilité tout de suite. Au mois de décembre, on avait eu sur notre compte un versement de 400 000 euros. Donc c'est en 2 fois. Maintenant, les 400 000 euros, il faut les justifier sur l'avancement, parce que c'est quand même un projet contrôlé, et ce que je trouve tout à fait normal d'ailleurs. Le gouvernement nous propose quelque chose pour nous développer d'une façon concrète et massive quand même, parce que c'est quand même des grosses sommes. C'est un plan qui est suivi, et on doit justifier nos investissements et nos avancements. Ce qui est normal, bien évidemment. Alors du coup, pour faire un tel dossier, faites-vous les documents à remplir, vous faites tout en interne ou vous faites aider par un cabinet spécialisé? Avec qui avez-vous pris contact au ministère ou à la région pour ce type de dossier? Alors nous, on a eu la chance d'être directement en contact avec le ministère de l'économie, mais on a eu des aides. Donc il y a les collectivités locales qui nous ont aidés. Donc on a fait le dossier, on a fait viser ce dossier par des cabinets et on a pu après, via la BPI, parce qu'il faut déposer tout ça sur un site de la BPI, le site est plutôt bien fait, le dossier est complet, beaucoup de PME n'ont pas réussi à le comprendre, mais nous on avait eu l'avantage de pouvoir en discuter, de pouvoir avoir aussi pas mal d'informations et des contacts pour avancer. C'est pour ça qu'on est allé vite. On a aussi aidé quelques entreprises en donnant des informations. Autour de vous, autour de nous. Oui. Et moi, je suis friand de le faire pour les entreprises qui ont des difficultés, notamment les PME. C'est un peu compliqué de monter ce dossier. Nous, on est là pour les aider à la limite, s'ils en ont besoin, dire comment travailler, comment monter ce dossier, en donnant l'exemple du nôtre, sans aucun problème, puisqu'on a été lauréat donc, de ce plan de relance. Du coup, parce que vous avez été très agile finalement, Frédéric Dombrowski, dans votre entreprise, pour passer du pétrole à l'eau. C'est la question que je voulais vous poser. Comment on a l'idée de passer du pétrole à l'eau? Vous y avez répondu en disant que finalement, ce sont vos clients qui sont venus vers vous pour vous demander des solutions? Ouais, c'est ça. Alors c'est l'idée. Ouais, c'est aussi le choix. J'avais pas trop le choix parce que j'ai repris l'entreprise. J'ai repris 100% de l'entreprise en 2017 et c'est à ce moment-là où le pétrole nous a posé problème. Donc il fallait trouver une solution et le Grand Paris était en pleine extension.
attention. Et bon, des proches m'ont parlé, qui sont dans le BTP, m'ont parlé de cette problématique d'eau, parce que c'est une problématique qu'ils connaissent, et c'est une problématique où ils n'avaient pas vraiment de solution. Aujourd'hui, il existe une vraie solution. Et c'est donc par ces contraintes qu'ils avaient, en parlant. Alors nous, on vient de l'aéronautique, donc c'était un petit peu loin de notre monde, mais en parlant, en allant voir, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait des solutions et qu'il fallait les développer. Donc il y a eu beaucoup de recherches. On a choisi de développer une méthode, et c'est la bonne. On a eu un petit peu de chance peut-être sur ce point de vue-là, parce que ça nous a permis d'aller un peu plus vite. Mais aujourd'hui, il faut changer les mentalités, et les professionnels du BTP doivent aussi se rendre compte que l'eau est importante, que les rejets en milieu naturel, que ce soit à la Seine ou même en réseau urbain, il faut qu'ils soient conformes. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de prise de conscience dans le milieu du bâtiment? C'est ça que vous dites aujourd'hui? Je ne dis pas de prise de conscience, je dis qu'ils n'avaient pas forcément le choix. Et aujourd'hui, il est évident qu'il faut modifier un peu leur process pour pouvoir utiliser ce genre de machine et pour pouvoir traiter l'eau. De toute façon, pour traiter l'eau d'une façon conforme, il faudra changer leur process, parce qu'ils ont des contraintes de place, ils ont des contraintes de rentabilité, ils ont des contraintes de rapidité aussi. Vous avez dit que la machine que vous avez développée, elle est pointue et elle est petite. Ça veut dire quoi en taille? Ça veut dire aussi que vous les vendez, ou c'est vous qui assurez tout le suivi, la maintenance, la pose de l'ensemble? Alors, elle est petite, c'est 2 conteneurs on fait. Aujourd'hui, si on veut traiter de l'eau, c'est de la décantation. Donc, il y a 5 conteneurs énormes qui sont posés au sol, et plein de moyens plus ou moins encombrants qui sont là pour pouvoir compenser ce qu'il y a à traiter. Et la récupération de boue est toujours très compliquée, parce qu'il faut curer avec des grues et autres. Donc cette machine, comment on la place? Donc on a 2 solutions: ou on la loue, ou on la vend. Donc les premières machines, évidemment, on les a vendues. On a des prototypes qui ont été vendus. On a été aidé aussi dans le développement par des industriels comme BSM. C'est le premier qui nous a aidé. C'est quelqu'un vraiment qui nous a aidé à mettre en place la machine dans son process, en fait, pour se rendre compte un petit peu comment ça pouvait fonctionner. Et donc, grâce à tout ça, on a pu avoir des propositions de machines adaptables en débit, en surface, et on les adapte un petit peu aux contraintes de place. Alors on se doute bien que vous travaillez avec tout type de clients. Pour se développer, vous avez pas parlé de réseau, mais vous avez quand même parlé de relations avec des clients, des fournisseurs, des amis, etc. Est-ce que c'est important, la mise en réseau, le fait de s'intégrer quelque part? Je pense que tout partout, le réseau est important. Sans réseau, c'est très compliqué pour avancer. D'ailleurs, le télétravail coupe un petit peu le réseau, qu'on veuille ou pas. Enfin, nous, toujours, tout du moins dans notre industrie, l'expertise et l'expérience se transmet aussi socialement, c'est par le lien social. C'est-à-dire, quand on est entre collègues, c'est là où on partage et c'est là où on évolue techniquement. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai dans le tertiaire, ou alors il y a d'autres moyens. On a des supports différents, et surtout, il y a des supports pour pouvoir travailler dans le tertiaire d'une façon différente. Mais nous, dans la partie technique, on a besoin de ce réseau, on a besoin de ce contact, on a besoin de ces échanges, parce que la problématique client est une problématique à laquelle on doit répondre. Et il faut être au contact de ces gens pour pouvoir la comprendre. D'où, du coup, pour vous, évidemment, le retard dû à cette pandémie qui fait qu'on a moins de relations, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous travaillez avec des gros clients comme des petits, je le disais. Où en est le délai de paiement en ce moment des clients, Frédéric Dombrowski? Oui. Donc la problématique, c'est ça un peu. Aujourd'hui, le prétexte du télétravail nous amène aujourd'hui à puiser dans notre trésorerie, parce que les clients ne nous payent pas forcément très bien. Et ce qui est particulier, c'est que c'est plutôt les gros groupes qui ne nous payent pas bien. Ils acceptent des conditions financières avec des conditions de paiement, et au moment de passer la commande, ils les acceptent toujours, et à un moment donné, ils refusent les acomptes, ou ils refusent des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Donc il nous faut une voilure en trésorerie, ça c'est évident, notamment parce qu'on a des fournisseurs on n'a pas que des gros fournisseurs, on a des petits fournisseurs aussi qui ont des difficultés aujourd'hui, parce que la matière augmente aussi, parce que il y a une certaine inertie, eux aussi sont confrontés au paiement. Donc on fait des avances de fonds à ces fournisseurs. Donc il y a un équilibre un petit peu qui est un peu précaire en ce moment, entre l'entrée d'argent et l'avance quelquefois, pour pouvoir avoir,
et des prix, hein, il faut pas le cacher, mais aussi avoir la prestation qu'on veut pour assurer le soutien de notre fournisseur. Donc finalement, on s'entraide en fait entre clients et fournisseurs et du coup, il faut faire un appel au paiement plus rapide de la part de ses clients, c'est bien ça ? Bah, surtout les gros. Alors effectivement, on travaille dans le secteur de l'aéronautique, donc on est très militaire, nous. Mais les sociétés qui travaillent dans l'aéronautique militaire travaillent aussi dans l'aéronautique civile. Et c'est vrai que le prétexte aujourd'hui de l'aéronautique civile, avec les annulations de commandes, avec toute cette inertie où il n'y a plus d'avions qui volent, et puis demain, on ne sait pas comment ça va se passer entre les taxes, carbone et ainsi de suite, fait que ces sociétés déjà envisagent pas mal de réductions et de plans sociaux et ont du mal à lâcher aujourd'hui les paiements. Bien sûr. Alors, dans votre philosophie de gestion d'entreprise, pour vous, c'est la recherche et le développement qui priment. Vous êtes, dans vos besoins, c'est le fait de trouver un laboratoire ou des laboratoires ou un biologiste ou des biologistes. Pour faire quoi, Frédéric Dombrowski ? Alors, en gros, on ne peut pas avoir toutes les expertises. Donc aujourd'hui, sur la machine de traitement de l'eau, on est arrivé à un point où on nous demande, parce qu'on vient vers nous aujourd'hui, on parle pas mal de nous, avec le plan de relance, on a parlé beaucoup de nous. Je rappelle que vous venez d'obtenir quand même une subvention de 800 000 euros, ce qui n'est pas rien pour vous développer. Mais dans un secteur clé, comme je disais, l'eau c'est l'or de demain, et il faut appeler les professionnels du bâtiment à être plus respectueux de l'environnement. Je pense que là, tout le monde en est conscient. Bon, il n'y a pas que les professionnels de l'environnement, hein, partout, hein, on utilise de l'eau partout. Moi, j'ai été approché par un laboratoire qui me disait qu'ils tuaient beaucoup de porcs, mais ils n'avaient pas suffisamment d'eau pour continuer à faire plus, parce qu'ils ont des besoins de traitement. Donc, il y a dans beaucoup de filières où ils ont besoin de traitement d'eau pour retraiter l'eau. Ouais, de retraiter l'eau. Alors déjà pour les rejets, mais aussi pour pouvoir la réutiliser, parce que nous aussi, on prône en fait le fait de réutiliser l'eau qui a été utilisée. Parce que l'eau, demain, ça va être très compliqué, notamment dans certaines régions. Mais en France, on est encore privilégié, mais même, on voit déjà, on a des pénuries. Et donc, réutiliser l'eau industrielle, de process, parce qu'on reste que sur l'eau de process, on ne fera jamais d'eau potable, hein, c'est deux choses différentes, c'est important. Voilà, donc ce qu'on a mis en place pour le BTP peut être mis en place tout partout où il y a la gestion de l'eau. D'ailleurs, on est déjà sur le nucléaire, on fait de la séparation de zirconium et d'eau. On rayonne comme ça, et donc la particularité aujourd'hui de ce qu'on a comme demande, c'est sur le traitement des virus et des bactéries surtout. Et donc là, la méthode pour diffuser et traiter dans le flux ces bactéries ou ces virus, on l'a. Maintenant, il faut savoir ce qu'on y met et comment on arrive à le conditionner pour le diffuser à bonne dose par rapport aux variations des virus qu'on peut avoir. Donc c'est là où on veut s'appuyer sur des laboratoires et des biologistes. Et là, vous êtes déjà en contact avec certaines sociétés françaises, ou bien est-ce que vous avez aussi fait appel à d'autres ? Des universités, oui. Aujourd'hui, on a été mis en contact, alors c'est tout récent, on a été mis en contact avec des universités. Bon, sur Cergy, il y a pas mal d'universités. Et je pense que des projets universitaires de ce type-là, avec des doctorants, ça peut être quelque chose sur le développement qui peut être intéressant. Et ça, c'est prometteur parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, vous pouvez l'appliquer à beaucoup de secteurs économiques en France. À partir du moment où on en traite un de virus ou bactéries, on peut en traiter plusieurs. Donc effectivement, l'eau, de toute façon, il y a plein de secteurs économiques. Qui est venu taper à votre porte pour justement vous demander de développer et d'aller plus loin pour d'autres secteurs ? Quels sont pour vous les secteurs prioritaires en fait ? Alors la priorité aujourd'hui pour nous dans notre développement, c'est le BTP. Parce que c'est la région parisienne, c'est le Grand Paris, c'est chez nous, c'est juste à la porte, c'est hyper facile, il y a encore beaucoup à faire et il y a une vraie demande et un vrai manque. Donc c'est vrai que là, la ville de Paris a fait des collectifs pour commencer à contrôler un petit peu les rejets via le MIE. Donc il y a des contrôles qui sont mis en place, il y a des audits qui vont être faits sur toutes les rives de la Seine et il va y avoir des besoins et les solutions. Aujourd'hui, nous, on est une des grandes solutions. Des grandes solutions, bien sûr. Et après, vous envisagez de séduire quel type d'activité en France ?
En fait, on va aller certainement vers l'agroalimentaire parce que depuis 2-3 mois, on est approché. Donc pour l'instant, j'en parle pas encore trop, mais on est approché parce qu'ils ont effectivement des soucis d'utilisation d'eau en quantité et notamment sur leur chaîne et sur leur système de traitement de l'eau. Est-ce que cela peut intéresser Frédéric Dombrowski? Je rappelle que vous êtes le président de Relumix et vous êtes très, très bien placé en traitement de l'eau, puisqu'on vient d'en parler pendant déjà quelques minutes. Est-ce que ça intéresse également des sociétés étrangères, votre expertise? Alors justement, dans le plan de relance, il y a aussi la partie développement étranger. Alors aujourd'hui, nous, on a des représentants un peu dans le monde entier. On a des produits dans le monde entier, puisque l'entreprise est de 1924, mais beaucoup sur le pétrole. Et effectivement, on a été approché par la Hollande et la Belgique aujourd'hui sur le traitement de l'eau, des cimentiers, des carrières, le BTP encore une fois. Et on attend, là, on a eu un contact avec les États-Unis justement pour pouvoir promouvoir cette machine sur les États-Unis. Mais bon, on est une PME, on ne peut pas être partout, il va falloir choisir. Et on va déjà développer la partie France avec la partie Europe qui me paraît importante. Quand vous dites PME, vous êtes expliquez à nos auditeurs quelle taille d'entreprise vous êtes, combien de salariés? On est une trentaine de salariés. Dans le plan de relance, avec nos projets de développement, on a 20 personnes qui seront embauchées sur 1 an et demi, 2 ans. On a déjà embauché 5 personnes, notamment toute la partie commerciale, parce qu'il faut avoir une vraie approche commerciale, et c'est là où le contact est important. C'est des mondes industriels où le virtuel marche pas bien. Il faut vraiment avoir le contact physique. Donc on a toute cette équipe aujourd'hui qui est mise en place. Voilà, c'est une entreprise qui fait aux alentours des 5 millions de chiffre d'affaires et la croissance est de entre 15 et 20 points par an aujourd'hui sur le plan de relance. Alors justement, vous avez cette année 10 postes à pourvoir. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Alors, on recherche des cursus ingénieurs, notamment pour des chargés d'affaires. Le chargé d'affaires, c'est quelqu'un qui sera assez technique, qui répond à la demande du client, donc il y a la compréhension déjà technique de la problématique client, répondre avec nos solutions aux clients d'une façon technique et chiffrée aussi. On a besoin de soudeurs. Ça, les soudeurs en France, c'est un peu compliqué. Donc là, on va avoir besoin de soudeurs avec des qualifications sur le soudage inox, puisque nos tuyauteries, notamment quand on travaille sur le kérosène, les soudures sont radiographiées à 100%. On a besoin d'un acheteur parce que le volume fait qu'aujourd'hui on a besoin d'un support au niveau achat, mais avec une expertise anglaise pour pouvoir acheter un peu à l'étranger, un peu plus à l'étranger. Vous recherchez aussi 2 projeteurs bureaux d'études? Oui, des projeteurs au bureau d'études parce que c'est le développement. En termes de développement, après il faut tout mettre sur plan. Donc c'est des gens qui doivent être... alors c'est pas des dessinateurs, c'est vraiment des projeteurs. Ils prennent le projet et ils le développent sur des outils CAO. Bien sûr, des outils numériques comme on fait maintenant. Exactement. Vous cherchez aussi des techniciens monteurs. Oui. Est-ce que c'est facile à trouver? Alors, les techniciens monteurs, c'est un peu plus facile à trouver. On prend des BTS en général, dans l'industrie. À partir du moment où ils savent lire un plan, où ils ont une notion technique, les modules qu'on propose sont assez faciles à monter. Là où on a les procédés spéciaux, c'est sur la soudure, sur le design, mais après, sur le montage, c'est beaucoup plus facile. Et sinon, pour les autres postes, vous acceptez de les former en interne? Vous pouvez les former en interne? Oui, on a pris 2 contrats d'apprentissage parce que moi je suis assez critique sur l'apprentissage en France, où on a un petit souci de savoir-être, on a un petit souci d'évolution par rapport aux techniques. On est en train de perdre d'ailleurs beaucoup de compétences par rapport à ça sur les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous avez un petit souci? C'est-à-dire, c'est dans quel sens? C'est-à-dire que... On a du mal à trouver des compétences aujourd'hui. Les talents sont durs à recruter. Les talents sont durs à recruter. Quand on les recrute, après, il y a toute une forme liée à l'éducation, du début jusqu'au cursus ingénieur ou autre. Il y a cette notion savoir-être qu'on perd un peu. Vous voulez dire qu'il y a un manque de savoir-être par des jeunes? Vous parlez des jeunes, là, carrément. Les jeunes, la tranche que je viserais plus, moi, c'est plutôt 28, 42, 44. Je trouve que les derniers jeunes, là, notamment sur les contrats d'apprentissage, vous voyez, c'est des jeunes qui s'impliquent beaucoup plus, qui s'identifient à l'entreprise, qui s'impliquent et qui ont des vrais projets. Donc là, vous parlez de la tranche 20-30 ans. Ils s'impliquent beaucoup. Par contre, vous dites que les 30-40 ans, c'est pas ça.
Ouais, 40, 45 même. Oui, on arrive à trouver quelques... Alors évidemment... On a des surprises. C'est pas une généralité, hein, je dis pas que c'est 100%, mais on a quand même des problèmes de recrutement dans ces tranches-là. Donc je pense qu'il y a du travail à faire. Et donc quand je dis ça, il faut quand même que j'apporte ma pierre à l'édifice et dire, bon bah, moi je vais faire une part de cette partie formation. C'est pour ça qu'on a 2 contrats d'apprentissage, ce sont des ingénieurs, un chargé d'affaires et un aux méthodes, donc un peu plus production. On se rend compte d'ailleurs que les compétences, ils n'ont pas tous les deux les mêmes compétences, mais quand on les met ensemble, l'addition on fait de leurs compétences permet d'avoir quelque chose de très intéressant. D'enrichissant pour l'entreprise. Très évolutif aussi. C'est un projet et c'est une orientation qu'on a pris qui est plutôt intéressante pour nous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, Frédéric Dombrowski, pour votre entreprise, pour Illuminix, pour pouvoir recruter mieux, plus facilement les talents, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs? Qu'est-ce qui manque pour vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, en fait, c'est un problème éducatif, je pense. Il y a une mentalité à remettre un petit peu au goût du jour du travail, dans notre domaine, hein, je parle. Je ne veux pas généraliser, je parle vraiment de notre domaine. Nous, c'est quelque chose qu'on a dans le secteur du Val d'Oise. Hein. On le ressent beaucoup. Donc, il y a certaines collectivités qui essaient de faire des choses, hein, mais il y a du travail, je pense, réorienter un peu l'éducation là-dessus, parce que les compétences aujourd'hui, on arrive à trouver des compétences à l'extérieur, dans d'autres pays, qui arrivent et qui sont vraiment, qui s'identifient au travail de l'entreprise et qui veulent apporter quelque chose. Et ça devient compliqué quand on en est là. Et vous trouvez que c'est plutôt notre système scolaire qu'il faudrait modifier, remettre l'industrie ? L'adapter. Peut-être. Il nous manque des compétences. On a alors, évidemment, on a beaucoup de cursus ingénieurs, des cursus élevés aujourd'hui, mais on a toute une part quand même technique, hein, qui est un peu oubliée. Donc là, il faudrait... Alors, les contrats d'apprentissage, c'est quelque chose qui est très bien pour ça, hein, mais je pense qu'il faudrait faire des efforts là-dessus pour pouvoir avoir justement un panel un peu plus étoffé là-dessus. Ça a été un peu abandonné. Quel âge faudrait-il faire Enfin, pour vous, à partir de quel âge faudrait-il faire prendre conscience aux jeunes qu'il y a des possibilités dans le domaine technologique? Aux parents, je crois, hein. C'est un peu les deux, parce que les parents veulent tous que leurs enfants soient ingénieurs. Mais quelquefois, on peut très bien gagner sa vie aussi sur quelque chose d'autre. Hein. Puis de toute façon, c'est un besoin. Hein. Et puis on peut évoluer de toute façon. Mais je pense que c'est aussi, il faut montrer ce que c'est. Aujourd'hui, on a perdu la vision de l'entreprise. Aujourd'hui, où on est ingénieur, où on est bien placé, mais tout le reste, on ne sait pas ce que c'est. Donc les approches avec les écoles, c'est peut-être important aussi, faire un lien peut-être un peu plus proche entre l'industrie et l'école, à partir d'un certain âge, c'est peut-être intéressant. Donc vous dites, Frédéric Dombrowski, qu'effectivement les jeunes ou les parents ont perdu cette notion du concret, de la réalité dans les métiers techniques. Vous dites, mais en même temps, on gagne bien sa vie. Ça veut dire que c'est les postes, par exemple, que vous recherchez, c'est des tranches de salaire de quelle fourchette annuelle, s'il vous plaît? Ça dépend un petit peu de l'expérience qu'ils ont, hein. Mais on peut trouver un projeteur, ça peut se trouver s'il est jeune aux alentours des 30-35 et ça peut monter jusqu'à 45-50 000 euros, hein, si vraiment il a cette expertise. Chargé d'affaires, c'est des montants plus élevés, effectivement. Donc je pense que là on a bien compris qu'on pouvait bien gagner sa vie par an, bien sûr, plus que dans le service. En tout cas, merci pour toutes ces belles nouveautés industrielles, Frédéric Dombrowski. Je rappelle que vous avez créé cette machine, ces machines pour traiter l'eau utilisée par des grands métiers comme dans le bâtiment, l'aéronautique et autres, et qui permet justement de pouvoir réutiliser de l'eau plus propre ou de la réinjecter carrément dans le milieu naturel. Merci beaucoup et félicitations pour avoir obtenu cette subvention effectivement éligible au plan de relance. Et je rappelle que le ministre était venu visiter votre entreprise cet hiver. Donc, on vous souhaite bonne chance. En tout cas, on fait un appel pour vous à trouver un laboratoire ou des biologistes. Et puis, je rappelle la dizaine d'embauches que vous cherchez cette année dans votre entreprise. Donc, si les gens sont intéressés, eh bien, ils peuvent vous contacter
directement à Cergy, chez Relumix, tout simplement, j'imagine. Tout à fait. On fait une demande sur le site internet. Sur le site internet, où il y a les coordonnées aussi. Donc il y a pas de souci. Voilà, on va faire une nouvelle pause musicale et puis ensuite on change d'univers. Nous partons dans la Silver Economy, toujours bien sûr au bar de l'économie. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. To survive now when I look in your I feel paralyzed. Now I know it's over. I see you passing by, hand in hand, with your perfect light. I'm by a ghost town. Feels like someone cut out my tongue. I didn't know my heart could die this young. Oh, now when I look in your eyes, I feel paralyzed. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous Restez chez vous. et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Nous voici de retour au bar de l'économie. Après la filtration de l'eau lors de demain avec Relumix, nous voici dans le domaine de la Silver Economy pour construire la société de la longévité. C'est votre slogan finalement, Nicolas Menet. Vous êtes le directeur général du cluster Innovation Silver Valley qui fédère tout de même 300 organisations. Alors on en a déjà fait venir ici à ce micro. Certains de nos auditeurs fidèles le savent bien. Mais vous avez aussi 400 professionnels affiliés à ce secteur. Quel est votre bilan finalement de ce secteur et pourquoi avoir créé un cluster innovation? Alors, il y a 300 projets et 4000 professionnels. Pas 400, vous avez dit 400. Ah pardon, 4000, je voulais dire. 4000, oui. effectivement. Alors, effectivement, on parle de cluster, c'est pas le bon terme en ce moment, mais bon, c'est vraiment un regroupement d'organisations, qu'elles soient privées ou publiques. En fait, c'est une création de l'État. C'est une idée de Michel Delaunay, l'ancienne ministre
donc des personnes déléguées aux personnes âgées sous le gouvernement Hollande et de Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, qui finalement ont constaté que la silver economy était une possibilité, que la personne âgée n'était pas qu'un centre de coût pour la société, mais elle pouvait aussi être un centre de profit, à la fois financier bien sûr, mais aussi sociétal, avec de nombreux bénéfices. Donc ils ont eu l'idée de créer cette nouvelle filière industrielle il y a un peu moins de 10 ans aujourd'hui. C'est comme ça que Silver Valley est né, avec pour mission de pouvoir créer des innovations pour la longévité. Sachant que quand on parle d'innovation pour la longévité, ce n'est pas que le médical, ce n'est pas que la dépendance ou la perte d'autonomie. Oui, parce que c'est plutôt ça auquel on pense c'est quand aussi vous parlez. L'idée que finalement, quand on vieillit, on est chez soi, on ajuste son environnement à son avancée en âge. C'est pas pour autant qu'on tombe dans la dépendance et la vieillesse totalement déficitaire, comme souvent on le voit malheureusement. Heureusement, parce que finalement, ça serait triste si on était tous amenés à être dépendants. Dans le futur, heureusement, il y a des gens de 90 ans ou de plus, même 95, qui sont en parfaite santé et qui ont le cerveau qui fonctionne très bien. On le voit de temps à autre. Il y a 92% des Français de plus de 60 ans qui sont autonomes. Il n'y a que 1,2 million de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide personnalisée à l'autonomie. Il n'y a que 600 000 personnes dans les EHPAD. Donc effectivement, sur les 16 millions de personnes de plus de 60 ans en France, il y a une très grande majorité qui sont des gens qui, jusqu'à la fin de la vie, sont autonomes et ne sont pas dans une logique de perte d'autonomie ou de dépendance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument rappeler, parce qu'on a souvent cette vision déficitaire de l'avancée en âge, qui est une vision qui est parcellaire et qui ne prend pas en compte la complexité des différents parcours de vieillissement. Et finalement, c'est remettre une autre image sur ce qu'on dit la personne âgée. D'ailleurs, c'est un mot qui n'existe presque plus, ce mot de personne âgée. Il existe des tas de mots aujourd'hui. Les personnes âgées, on peut l'utiliser. Les personnes âgées elles-mêmes s'autodéfinissent comme des vieux, parfois avec une certaine ironie. Le terme de senior est plutôt positif également. Les aînés, c'est aussi des termes qu'on utilise. Aujourd'hui, le champ lexical est très large. Je pense qu'il n'y a pas de doctrine et on peut être décomplexé par rapport à ce sujet de l'avancée en âge et utiliser tous les termes qu'on souhaite. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce nouveau cluster qui existe depuis une dizaine d'années met en avant des possibilités industrielles. Vous avez utilisé le mot industrie. Pour vous, quels sont les secteurs d'avenir industriels justement réservés à ce qu'on appelle la silver economy, donc Alors il y a le secteur industriel d'un côté, effectivement, et de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui est lié au secteur public, parce qu'aujourd'hui, des grandes organisations comme la Caisse nationale d'assurance vieillesse, notamment la Caisse nationale d'assurance vieillesse en Île-de-France, qui a des vrais sujets de prévention pour pouvoir maintenir les personnes dans une autonomie le plus longtemps possible, donc pour mieux vieillir, pour avoir un vieillissement actif, ce qui évidemment est positif pour l'ensemble de la société, mais aussi va peser moins sur les dépenses de santé futures des personnes âgées dépendantes. Donc le secteur industriel est bien sûr très important, mais on a aussi d'autres secteurs dans la silver economy. Alors quels sont les secteurs d'avenir? Alors il y a déjà trois grands secteurs qui sont déjà bien structurés, qui existent depuis longtemps, mais qui bénéficient depuis une dizaine d'années d'un véritable développement. C'est tout ce qui est lié à l'adaptation de l'habitat. Donc là, on n'est pas dans le BTP, mais en tout cas, on est dans tout ce qui est lié aux travaux d'adaptation de l'habitat. Donc des entreprises, par exemple, comme Indépendance Royale, est une entreprise qui est en plein boom aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils vont proposer des aménagements de salles de bain, d'habitat, de rampes d'escalier ou autres. Et notamment avec le confinement, les gens ont pris conscience des limites de leur habitat. Donc là, c'est un secteur qui est déjà bien structuré, mais qui explose en ce moment, tout comme le secteur du service à la personne, qui est un secteur pareil, qui est structuré, mais qui est en train d'exploser à nouveau. Là, on a un très bel exemple, une des plus belles réussites françaises, qui est le groupe WeCare, avec la franchise O2, qui aujourd'hui est un véritable établissement de taille intermédiaire, qui s'est développé extrêmement rapidement sous la houlette de son patron Guillaume Richard, et de tous ses associés, évidemment. Et un troisième secteur aussi qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le secteur du parcours résidentiel, qui concerne en fait tout ce qui est lié
au changement d'habitat dans l'avancée en âge. Donc là, il y a un secteur aujourd'hui en plein boom qui sont les résidences-services, résidences seniors avec services, qui sont souvent de l'immobilier neuf, avec des appartements de taille différentes qui peuvent être achetés par des investisseurs ou par les personnes elles-mêmes ou loués à des loyers tout à fait intéressants, où on va avoir un habitat adapté, des services autour qui sont souvent implantés au bon endroit dans les villes, en périphérie. Donc on a vraiment ces trois secteurs-là. Et après, bien sûr, et on a gagné 5 ans de progrès à ce niveau-là, tout ce qui est lié au numérique, évidemment les seniors et le numérique, ce qu'on appelle l'inclusion numérique, de façon un peu officielle. L'inclusion numérique, c'est un secteur qui est très porteur parce qu'aujourd'hui, on a effectivement 4 millions de personnes qui sont exclues du numérique, ce qui fait à peu près 12 millions de personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas exclues du numérique. Et aujourd'hui, bien sûr, pour vieillir mieux et bien, et comme on l'entend, le numérique est une véritable planche de salut, un véritable pilier du vieillissement réussi. Alors là, par contre, ça mérite des précisions, si vous voulez bien, Nicolas Menet, parce que le numérique, c'est très vaste. Qu'est-ce que vous appelez le numérique pour les personnes plus âgées ? Alors, il y a plusieurs façons de voir le numérique. Il y a évidemment ce que permet le numérique aujourd'hui pour tout à chacun, qui est l'accès à des ersatz de liens sociaux, comme évidemment les réseaux sociaux. Donc, on a une très forte présence des seniors sur des réseaux sociaux comme Facebook, notamment, qui ont énormément progressé pendant le confinement. Il y a des gens très âgés qui étaient exclus du numérique qui s'y sont mis parce que c'était presque un instinct de conservation. C'était la seule façon d'avoir un lien, finalement. Avoir un lien avec sa famille, ses amis. On a tout ce qui est lié, bien sûr, à l'achat online sur des grandes plateformes. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, d'abord, on ne peut plus sortir, mais c'est une contrainte de prendre sa voiture quand on est très âgé. C'est une contrainte d'être dans des magasins ou des centres commerciaux qui ne sont pas forcément adaptés. Donc on aime faire venir les biens de consommation à domicile et pour ça, il faut quelques compétences sur les plateformes numériques. Et bien sûr, il y a tout un énorme pan du numérique qui intéresse énormément les seniors. C'est tout ce qui est lié à l'information, la culture, qui aujourd'hui est immense, ce qu'on peut y trouver. Et quand les seniors découvrent en fait les potentialités du numérique, ils sont absolument ravis et ils voient bien qu'ils ont un nouvel univers qui s'ouvre à eux. Donc il faut absolument leur permettre d'accéder à ce numérique, d'abord pour le quotidien, donc le lien social, l'achat, l'information par exemple, mais aussi pour d'autres sujets, peut-être plus en lien avec des pathologies ou avec un oui, vieillissement la distraction, le loisir, la culture. Non, mais ça peut être même. par exemple des façons de suivre sa santé, donc tout ce qui est lié à l'actimétrie. Le numérique peut aider aussi puisque de nombreux outils peuvent permettre d'analyser l'activité de la personne pour savoir si elle va bien, si elle va pas bien, etc. Donc, il y a aussi tout le secteur, bien sûr, de la santé connectée, des objets connectés, et aussi la quatrième possibilité du numérique, c'est bien sûr tout ce qui est lié à l'habitat connecté, qui permet à la personne de pouvoir être en sécurité, de pouvoir faire des alertes quand il le faut et de rester le plus longtemps possible au domicile. Donc toutes les innovations aujourd'hui pour le vieillissement sont souvent adossées à des technologies numériques. Donc c'est vraiment fondamental qu'on puisse avancer encore plus dans ce secteur et c'est ce en quoi le confinement a été une bonne nouvelle parce qu'il nous a fait gagner 5 ans en compétences numériques et en acceptation du numérique des personnes âgées. Oui, surtout en acceptation parce que finalement on sait très bien qu'elles ont du mal ou qu'elles n'ont pas envie de faire l'effort de s'y mettre quelquefois. Mais c'est ça qui a beaucoup changé là pendant cette année de confinement. Alors je crois qu'on peut apprendre tout au long de la vie, donc je pense que les gens ont envie de s'y mettre, mais il faut imaginer qu'une personne qui a aujourd'hui plus de 77 ans à peu près n'a pas été forcément confrontée dans le cadre de ses missions professionnelles ni à l'informatique, ni à l'internet et encore moins au smartphone. Donc c'est vrai que c'est un peu un univers totalement étranger pour des personnes très âgées. Mais pour des personnes qui sont des jeunes seniors, donc 60, 70, même 75 ans, bien sûr, le numérique est quand même quelque chose qui a existé dans leur environnement, sauf évidemment quelques personnes, voilà, typiquement dans l'industrie, des gens qui n'avaient pas de poste de travail informatique. C'est vrai que ça, c'est des gens auxquels il faut s'y mettre. Mais heureusement, il existe beaucoup d'associations et des très grands groupes aussi qui proposent des formations au numérique. Et ça, c'est pour moi vraiment un pilier, c'est un des premiers piliers de la société de la longévité, c'est l'accès au numérique pour les personnes âgées. Mais on voit de toute façon que la tranche d'âge 50-75 ans a complètement explosé, dans notamment les achats par système de plateforme, bien sûr. Donc on voit que effectivement cette tranche d'âge est l'une des plus grosses
nombreuses consommatrices maintenant de tous ces outils numériques. Par contre, je retiens quelque chose de très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est le parcours résidentiel, vous appelez ça. Finalement, c'est une nouvelle mentalité qui s'ouvre pour nous qui sommes encore en âge d'activité. C'est pour notre vision du futur. Alors oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là où des personnes aujourd'hui très âgées qui sont propriétaires de leur logement, alors il y a 74% des personnes de plus de 60 ans en France qui sont propriétaires de leur logement contre 54% de la population générale. Donc ils sont beaucoup plus propriétaires de leur logement et on voit bien que dans le cadre des politiques publiques dans les années 50, 60, 70, on a vraiment favorisé l'accession à la propriété, ce qui fait qu'effectivement des personnes très âgées veulent absolument rester au domicile, ce qui est beaucoup moins le cas chez des plus jeunes qui ont une mobilité qu'ils ont eu notamment dans leur parcours professionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mutés, qui ont vécu à droite, à gauche, qui finalement sont capables de bouger beaucoup plus facilement. Et cette habitude de mobilité, ils vont la conserver dans le vieillissement, et ce qui fait qu'en fait, ils sont capables de finalement laisser tomber l'habitat, la maison, l'appartement qu'ils ont acheté pour pouvoir trouver des formes d'habitat plus adaptées. Alors, on voit des gens qui ont acheté, par exemple, des pavillons en périphérie de grandes villes ou des villes moyennes, qui veulent retourner dans les centres-villes, des gens qui ont des résidences secondaires, qui vont adapter les résidences secondaires, des gens qui sont prêts donc à aller dans des résidences seniors. C'est un marché, comme je l'ai dit, en plein boom, et toutes sortes de nouvelles formes d'habitat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe avec une mentalité qui est de plus en plus forte. Et c'est vrai que si on se projette beaucoup plus loin, avec des populations qui ont aujourd'hui entre 40 et 60 ans, finalement, l'accès à la propriété n'est pas si important que ça, puisque dans une époque d'économie de la fonctionnalité, finalement, être propriétaire de son logement, propriétaire de son vélo ou de son appareil à raclette, c'est plus tellement intéressant, c'est plus un but dans la vie. Donc aujourd'hui, on a cette mobilité résidentielle qui va s'accélérer aussi grâce, encore une fois, au confinement, parce que beaucoup de gens sont partis des grandes villes ou pour aller dans des plus petites villes et sont en train, finalement, de resserrer le tissu urbain, sont en train de réhabiter les centres-villes, et c'est pourtant là, et c'est là qu'on trouve aussi des personnes âgées. Donc il y a des choses positives qui se passent quand même. C'est vrai qu'il faut quand même pas trop alarmer sur le monde d'après, parce que beaucoup de changements sont en train de se faire qui sont plutôt, selon moi, au profit des personnes âgées. Et du coup, pour vous, l'objectif des Français, ça n'est pas la grande métropole, en fait, si on vous entend bien là? Alors, il y a apparemment des centaines de milliers de Franciliens qui ont quitté la région pour aller notamment dans l'Ouest, pas tellement loin. Le marché immobilier s'est énormément tendu. En tout cas, c'est les quelques éléments d'information qu'on a pu avoir. En tout cas, oui, bien sûr, l'Île-de-France a vraiment une particularité par rapport aux seniors. D'abord, c'est une région où on a 2,5 ans d'espérance de vie en plus. Ça, c'est un premier point. Et c'est une région où on ne trouve que 15% de personnes de plus de 60 ans, alors que dans le reste de la France, on a 20% de personnes de plus de 60 ans. Donc c'est une région jeune où on travaille très tard. L'autre spécificité de l'Île-de-France, c'est qu'on a 69% de la tranche d'âge entre 54 et 65 ans qui est encore en emploi, contre par exemple 56% dans les Hauts-de-France. Donc c'est vraiment une région où on travaille tard, longtemps, avec beaucoup d'intensité. En revanche, une fois qu'on a terminé sa période de travail en Île-de-France, c'est vrai qu'on a tendance à aller dans des régions plus périphériques. Et ça, c'est un sujet qui est très intéressant à travailler, puisque les gens bougent ou continuent d'avoir une emprise en Île-de-France, mais en réalité sont plutôt ailleurs, en fait. Alors, vous avez parlé de 4 développements industriels, entre guillemets, pour le secteur de la silver economy. Je vais les rappeler. C'est l'aménagement de l'habitat, Nicolas Menet, c'est le service à la personne, bien sûr, le parcours résidentiel, comme vous dites, et puis tout le numérique, un vaste pan. Quelle acceptation dans la population voyez-vous, et à quel degré de ces différents secteurs d'activité, et à quel degré les voyez-vous, parce qu'on sait très bien que certaines populations très âgées refusent la nouveauté. Comment vous voyez ça s'ancrer dans les mentalités, Nicolas Menet ?
Je partage pas l'idée que les personnes âgées refusent la nouveauté. En fait, c'est que on a depuis très longtemps, et c'est à la fois parce que l'État français a toujours été très précurseur sur les questions de l'âge, puisque dès 1910, il y a eu une loi finalement sur les retraites des travailleurs pauvres. On a très vite, dès 1928, on s'est posé la question de la démographie, du vieillissement de la population, et surtout, on est les premiers en 1945 à avoir créé un véritable régime de retraite avec l'assurance retraite qui existe aujourd'hui encore, l'assurance retraite notamment en Île-de-France, et on a toujours été très prospectif sur le sujet. Paradoxalement, cette approche, cette préoccupation très forte de l'âge a créé aussi une vision, ce qu'on appelle déficitaire. C'est-à-dire qu'on a souvent identifié l'âge à un déficit, à un coût pour la société, à la dépendance, au vieillissement. Et aujourd'hui, on a encore finalement cette approche-là, sauf une nouvelle génération est en train de monter. Ce sont des véritables militants de l'âge, c'est des gens qui nous imposent finalement, et à notre plus grand bénéfice, une véritable révolution qui challenge complètement nos représentations de l'âge. Ces gens-là, ce sont les boomers, et je me permets de citer le livre donc de Michel Delaunay, cette ancienne ministre, donc Le fabuleux destin des boomers, qui explique vraiment ça, et aujourd'hui elle est une véritable parole de ces militants de l'âge qui refusent en fait que si on travaille pour eux et avec eux, on ne les intègre pas. Donc la devise finalement c'est la souveraineté, et c'est rien pour moi sans moi. Donc aujourd'hui ils veulent faire partie de la société, et ces gens-là ne sont pas des gens qui sont dans des EHPAD à rien faire ou à attendre la mort. Ça existe de moins en moins, et ça risque de ne plus exister. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est toute, une image de la société complète qu'il faut rééduquer, parce que, et notamment les cabinets de recrutement, parce que quand on les entend, quelquefois, ils nous disent qu'à 40 ans, on est déjà vieux, on n'est plus bon à rien. Or, comme vous l'avez dit, on peut très bien avoir 65 ans, avoir des idées, être très tonique et tout à fait dans le ton. Comment on fait ? Alors, les chiffres sont pas totalement en accord avec ce que vous venez de dire, parce que il y a aujourd'hui le chômage des personnes, le taux d'emploi des personnes plus âgées est très élevé. Sauf que le chômage longue durée est plus important. Donc par exemple, vous avez à peu près 10% de la population générale qui est au chômage, alors que sur la tranche des 54-65 ans, on n'a que 7% de chômage. Donc quand même, les gens sont plus en emploi. Donc c'est vrai que les entreprises ont du mal à recruter, ont du mal à recruter de nouvelles personnes. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités. Donc il y a vraiment deux possibilités que je retiens qui sont très nouvelles. Alors l'apprentissage pour les seniors, c'est quelque chose qui est très nouveau. Donc l'alternance, on a aujourd'hui la possibilité de faire de l'alternance pour des personnes qui ont plus de 55 ans dans le cadre de reconversion. Donc ça s'appelle Pro-A, c'est un nouveau dispositif. Et puis surtout, depuis 2 semaines, la ministre Brigitte Bourguignon a lancé le service civique pour les seniors, qui était quelque chose que Silver Valley notamment avait demandé il y a déjà pas mal de temps, en disant c'est vraiment quelque chose d'important, parce que si on veut créer une société inclusive, il faut évidemment que les personnes âgées puissent s'impliquer autrement dans la société, sachant qu'il y a 30% des bénévoles en France qui ont plus de 55 ans, donc Absolument. Ils ont un rôle social fondamental. Donc voilà, donc il y a quand même des chiffres qui parlent autrement que nos représentations, et voilà, ça change, et c'est aussi pour ça que je suis là pour le dire. Exactement, c'était important de le dire. D'ailleurs, c'est très important ce service civique senior. Vous pouvez l'expliquer un petit peu plus à nos auditeurs, s'il vous plaît. Alors, oui, c'est quelque chose qui a été lancé officiellement il y a 2 semaines au ministère de la Santé. C'est un partenariat avec l'Éducation nationale, la santé. Ça permet effectivement à des personnes âgées de plus de 60 ans de pouvoir être bénévoles dans des associations, ou avec un financement évidemment, de s'impliquer, d'avoir une utilité sociale dans un cadre juridique bien spécifique qui n'est ni le cadre du bénévole ni le cadre du travailleur salarié, et qui leur permet soit d'acquérir de l'expérience pour éventuellement se reconvertir pour les plus jeunes d'entre eux s'ils le souhaitent, ou tout simplement d'avoir une utilité sociale. Et aujourd'hui, reconnue. Voilà, dans le cadre d'un travail qu'on a fait avec la Croix-Rouge, on a travaillé sur l'engagement bénévole, Silver Valley et la Croix-Rouge sur l'engagement bénévole, et il a été vraiment redit que la première motivation, c'est pas narcissique, c'est vraiment être utile, transmettre ce que j'ai à transmettre à la société. J'ai encore une valeur et je veux pouvoir le faire. Donc voilà, le service civique rentre dans cette logique-là. Les seniors ont vraiment envie de s'engager pour la société. Ils ont envie de continuer à apporter des choses, que ça soit bénévole ou pas. En tout cas, il ne faut pas l'oublier. C'est pas juste des gens, on entend souvent, alors il y a cette fameuse locution OK Boomer qui est insupportable pour les gens comme nous qui travaillons dans l'âge, puisque non, les boomers ne sont pas une génération de personnes narcissiques, égoïstes, qui n'ont pas pensé à la planète.
Ils ont été dans un environnement économique, socio-économique, où effectivement on a pollué la planète, mais heureusement, maintenant on peut dépolluer l'eau et la recycler à l'infini. On peut dépolluer beaucoup de choses. Voilà, en plus, exactement. Donc bon, il faut avoir un peu d'espoir quand même dans l'avenir. Et puis chacun vit selon son époque, avec les moyens de l'époque. Exactement, ils ont suivi ce que nous on suit aujourd'hui également, d'autres tendances. En revanche, les plus jeunes, on vous fera peut-être d'autres reproches dans exactement. L'utilité sociale est absolument fondamentale. C'est un des piliers des désirs des personnes âgées, et la souveraineté, encore une fois, est très importante dans leur désir de s'impliquer dans la société. Et ça, c'est cette nouvelle génération qui, dans 5-6 ans, rentrera dans le très grand âge, 83 ans de moyenne d'âge. C'est là où potentiellement on peut rentrer dans la fragilité. C'est juste un passage potentiel. On n'est pas obligé à 83 ans. 85, c'est l'âge fatidique. Voilà, il peut y arriver quelque chose. Mais il peut arriver quelque chose, mais vous pouvez évidemment vivre encore très longtemps après. En tout cas, cette génération est en train de nous challenger complètement, et c'est très rapide. C'est maintenant qu'il faut s'adapter, c'est maintenant qu'il faut innover, c'est maintenant que les entrepreneurs doivent se positionner sur ces marchés-là. Alors, vous avez parlé d'un autre contrat qui est très intéressant pour les seniors, comme on dit, c'est le Pro A. Qu'est-ce que c'est, Nicolas Menet? Alors, c'est l'équivalent de l'alternance qu'on a pour des étudiants, des jeunes qui sont dans des écoles et qui vont dans les entreprises, donc ce que vous avez, qui est aujourd'hui ouvert à soit des personnes en fin de droit de chômage qui veulent se reconvertir, soit des gens qui vraiment veulent avoir une nouvelle carrière, et c'est très positif puisque ça prouve encore une fois que la plasticité intellectuelle et culturelle existe aussi quand on a 55 ans. On a en fait une nouvelle vie devant soi. D'ailleurs, les seniors de notre Open Lab, qui est vraiment financé notamment par l'assurance retraite Île-de-France et aussi AG2R la mondiale, et bien sûr la région Île-de-France. Notre Open Lab, c'est une communauté de 9000 personnes âgées entre 60 et 90 ans. Ces seniors-là, quand on travaille sur le passage à la retraite, ils parlent de nouvelles carrières. C'est-à-dire qu'il y en a, avec le recul, qui disent en fait, j'ai géré ma retraite comme j'ai géré ma carrière. Donc ce sont des nouvelles carrières. Le troisième âge, la retraite, comme on l'a tous dans notre imagerie finalement collective, c'est une fausse image. Ça, c'est très important de le dire. De toute façon, l'AG2R nous est déjà venu à ce micro nous parler d'Open Lab, mais j'aimerais vous entendre également sur votre concept, celui de Concept Crash pour accompagner les startups, Nicolas Menet. Alors, on a vraiment une offre de service qui est très large aujourd'hui chez Silver Valley. On a une offre de service autour, évidemment, de l'événementiel, tout ce qui est rencontres, animation d'un écosystème, puisqu'on a aujourd'hui 4000 personnes professionnelles qui nous sollicitent quasiment quotidiennement pour des questions, etc. Donc, on a créé une offre de service événementiel, à peu près 35 événements par an. Depuis un an, tous ces événements ont été maintenus en digital, et ça a très bien marché, y compris pour les seniors. On a un deuxième pilier d'offre de service qui est autour justement de la compréhension de la société de la longévité. Donc ça, c'est vraiment le pilier qui est accompagné par l'assurance retraite Île-de-France, qui vraiment nous a suivis depuis le début sur ce sujet. Et on a créé cette communauté donc avec ces 9000 personnes. Ce sont des associations qui sont partenaires de Silver Valley. Ce sont des bénévoles. C'est une communauté bénévole de personnes qui s'engagent au quotidien, déjà pour nous parler des problèmes, des besoins, des attentes qu'ils peuvent avoir, aussi de leur vision, de leur désir, de leur imaginaire. Il y a des gens de 90 ans qui viennent raconter leur vie, raconter leurs envies, et donc on apprend énormément de choses presque quotidiennement. Ça, c'est une première fonction. Une deuxième fonction, c'est ce qu'on appelle le co-design d'innovation, c'est-à-dire qu'on les met en posture de chef d'entreprise en disant, bah voilà, aujourd'hui on se pose des questions sur la salle de bain adaptée pour vous. Si vous étiez entrepreneur, qu'est-ce que vous pourriez créer? Si vous étiez industriel, qu'est-ce que vous feriez à notre place? Donc on les fait travailler, et ils sont ravis parce qu'en fait ils ont toute leur imagination qui peut travailler, ils ont une utilité, et surtout on suit leurs conseils. Donc ça c'est un point très important. Et après, bien sûr, ils sont testeurs de solutions. Donc, ils vont tester très régulièrement des solutions. Donc, on a effectivement développé un format long qu'on appelle l'Open Lab et un format plus court qui sont les jeudis des Concept Crash. Donc, tous les premiers jeudis de chaque mois, toute l'année, sur à peu près 120 sessions, on a des entrepreneurs, des startups qui sont parfois des toutes petites startups, juste des idées sur un bout de papier, parfois des intrapreneurs. Donc, ce sont des innovateurs de très grands groupes industriels qui se retrouvent mandatés par le groupe Orange, par le groupe EDF ou autres à travailler sur les nouveaux business qui vont venir tester leurs innovations. Voilà, on a eu le groupe Elior, on a eu le groupe Casino, enfin de très gros groupes, mais aussi des startups, et ils vont avoir un temps privilégié d'échange en ligne, donc avec des seniors,
pour pitcher en fait leurs solutions, avoir des retours et aider l'entrepreneur à le faire. Et pour maintenir ce format, idée, donc en fait. Alors pour maintenir ce format, on a formé tous les vendredis, on forme des seniors à l'outil Teams de Microsoft pour que justement qu'ils puissent continuer, parce qu'on a dû annuler tout le présentiel. Donc voilà, donc ça, ce sont les jeudis des Concept Crash. Et encore une fois, l'assurance retraite Île-de-France nous a vraiment fait confiance pour lancer ça, qui est complètement unique aujourd'hui en Europe, puisque Silver Valley est le plus gros cluster européen dédié à l'innovation pour la longévité. Il n'y en a pas d'autre. Et le troisième pilier de Silver Valley, c'est bien sûr tout ce qui est lié à la réussite entrepreneuriale. Donc là, on a une mission classique de développement économique et d'incubateur, d'accélérateur d'innovation, où là, on a créé tout un parcours d'accompagnement du bout de papier jusqu'à la scalabilité de la start-up qui pourra demain, effectivement, aller travailler avec des grands industriels. Et là, on a plein de partenariats, bien sûr. Donc, AG2R La Mondiale nous accompagne sur les mercredis d'entrepreneurs, les rendez-vous personnalisés. On a Centrale Supélec qui travaille avec nous sur les méthodologies d'innovation. Et bien sûr, la région Île-de-France qui a financé cette année particulièrement notre dispositif Scale Up Lab, qui est le premier dispositif de dérisquage des projets d'innovation pour pouvoir les passer à l'échelle. Donc l'objectif, c'est un processus assez long avec des stress tests pour que la start-up soit attestée comme étant scalable. Alors, je voudrais pas trop jargonner, mais l'idée, c'est effectivement... Les auditeurs comprennent, c'est pour faire grossir une entreprise. Voilà. Aujourd'hui, une entreprise comme celle de monsieur, elle va peut-être détecter des innovations très intéressantes, mais si c'est qu'au bout d'un an, elle peut pas se déployer parce qu'il y a que 2 entrepreneurs, il n'y a pas de chaîne de production, il y a un mauvais business model, et bien là, tout le monde va aller droit à l'échec. Nous, notre rôle en tant que pôle de compétitivité, regroupement, cluster, notre rôle, c'est justement de faire le lien entre ces grands groupes qui ont des logiques bien particulières et des besoins de croissance et d'innovation, et des startups qui ont des idées parfois qui sont extrêmement rupturistes et très innovantes. Parfois, ils n'arrivent pas forcément à se parler. Donc ça, c'est tout le dispositif autour donc de l'entrepreneuriat, l'accompagnement entrepreneurial. Et là, on a un véritable parcours vraiment de la formation bête et méchante à l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? Qu'est-ce que je dois retenir? À l'accompagnement personnalisé, à l'analyse approfondie des sujets importants pour l'entrepreneur, jusqu'au Scale-up Lab qui permet d'attester de la scalabilité. Voilà un peu les 3 piliers de ce que fait un cluster d'innovation, et particulièrement le nôtre. Du coup, si on est intéressé pour une entreprise jeune ou moins jeune, on fait comment pour taper à votre porte, Nicolas Menet? Alors c'est très facile, hein. Vous allez sur le site silvervalley.fr. Là, vous avez nous rejoindre et puis vous remplissez le formulaire. Et vous pouvez même faire mieux. Vous pouvez envoyer directement un mail à maeve.soulas@silvervalley, maeve.soulas@silvervalley.fr, et elle va vous accueillir dans l'écosystème pour vous faire profiter effectivement de tout ce qu'on peut faire, connaître la Société de la longévité, rencontrer les parties prenantes et développer votre projet d'innovation. Alors justement, vous avez écrit plusieurs livres et j'aimerais qu'on parle il nous reste quelques minutes d'antenne, j'aimerais qu'on parle de 2 livres en particulier parce qu'ils sont complètement à l'opposé, enfin à mon sens. Il y en a un, c'est Construire la Société de la longévité, une opportunité finalement pour le futur, et l'autre, c'est Start-up, arrêtons la mascarade. Alors prenons déjà le premier, finalement une opportunité pour construire le futur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Nicolas Menet? Alors, le grand livre vous parlez donc de ce livre publié chez Erol en 2019. Oui, Construire la Société de la longévité, c'est un essai finalement sur les propos là que je viens de tenir. C'est vraiment l'idée d'expliquer que l'agisme, la lutte contre l'agisme, la vision déficitaire de l'âge est la première brique d'une société finalement de la longévité où tout le monde a sa place, que le numérique est très important. C'est vraiment une sorte de plaidoyer finalement avec 40 propositions pour créer une société. Qu'est-ce que c'est qu'une société de la longévité? C'est pas une société pour les vieux, c'est pas une société au profit des vieux. C'est une société qui tout simplement prend le taureau par les cornes, qui est que de toute façon la transition démographique est là, que jamais l'espérance de vie n'a été aussi élevée, que la France est un des pays les plus avancés en la matière. Donc il faut aussi de temps en temps faire du cocorico, parce que la réalité c'est qu'on est très avancé sur le sujet du vieillissement et on le sait pas finalement. Et on le sait pas parce que on a beaucoup. Donc vraiment, finalement, on a beaucoup d'énergie on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'énergie dans notre pays.
On a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de vieux dans notre pays qui ont envie de s'impliquer, qui aussi, il y a d'autres éléments économiques. Par exemple, aujourd'hui, 60% du capital, en fait, est possédé par les gens de plus de 60 ans. Que ça soit de l'immobilier ou des liquidités, ce sont les gens de plus de 60 ans qui aujourd'hui ont la possibilité, sont vraiment assis sur une véritable mine d'or qui peut retourner dans l'économie réelle, notamment par la liquéfaction du patrimoine immobilier sur à peu près 3000 communes en France. Donc ça, c'est des gens qui peuvent nous aider à transmettre, à aller mieux. C'est des gens qui peuvent transmettre leurs compétences. C'est des gens qui sont des piliers de famille aussi. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont 60, 65 ans, 70 ans, parfois gèrent des situations très délicates dans leur famille, des familles monoparentales, des enfants au chômage, etc. Et c'est eux qui tiennent en fait finalement tout ça. C'est un ciment de la société. Donc c'est ça que j'explique dans ce livre, en vraiment un véritable plaidoyer pour que on prenne le taureau par les cornes sur le vieillissement de la population, que chacun ait sa place et que surtout toutes ces complémentarités se fassent. Et qu'on change un peu donc cette image qu'on a et qui est véhiculée par beaucoup de médias d'ailleurs. Autre livre que vous avez publié, Nicolas Menet, je rappelle, c'est celui qui s'appelle Start-up, arrêtons la mascarade en 2018 pour contribuer vraiment à l'économie de demain. Qu'est-ce que vous voulez dire par Start-up, arrêtons la mascarade ? Alors c'est un livre que j'ai coécrit avec Benjamin Zimmer, qui a aussi été directeur général de Silver Valley et qui aujourd'hui est directeur général de Silver Alliance, qui est une alliance de marques qui permet de distribuer des produits et services pour la Silver Economy et pour la longévité. Ce livre est très lié au premier finalement. On a analysé en fait le système start-up en France, on a analysé comment les investisseurs, ce que recherchaient les investisseurs, on a analysé les éléments de langage sur la Startup Nation et surtout la réalité qu'il y avait en face. C'est-à-dire que il y a à peu près 9 startups sur 10 qui n'ont pas 5 ans d'espérance de vie, qui produisent très peu de richesses, qui embauchent très peu de personnes, contrairement à l'industrie. Voilà. Donc ça, on a essayé de comprendre ça et on a proposé des tas de solutions pour justement que l'innovation par la startup, qui est un modèle extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle agile, résilient, ultra rapide, avec la capacité d'absorber du capital et de se développer. Donc ça, c'est quand même assez unique dans l'histoire des organisations qui produisent de la valeur. Donc on a vraiment, c'est un plaidoyer pro-startup, mais avec une utilisation différente des capitaux et surtout de la programmation de l'économie sur l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, on revient à notre sujet sur la longévité. Aujourd'hui, on sait qu'on a 16 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. On sait que dans 5 ans, une grande partie de ces personnes vont rentrer dans la potentielle dépendance ou en tout cas le grand âge. On sait exactement tout ce qui va se passer parce que la démographie est vraiment la seule science sociale qui est totalement juste. Et aujourd'hui, on attendrait qu'il y ait une sorte d'organisation de cette innovation. On sait quels sont les besoins qu'il va falloir produire pour le futur sur le vieillissement. Donc pourquoi ne pas orienter les startups sur ces sujets-là, les accompagner de telle façon à ce qu'elles puissent s'ouvrir, devenir des licornes, devenir des PME, même pas des licornes, tout simplement une PME efficace, un ETI efficace, avec des emplois non délocalisables, avec vraiment cette puissance-là. C'est vraiment l'idée de ce livre. Est-ce que c'est facile de trouver de l'argent pour une start-up qui est dans votre domaine de la longévité, justement ? Alors ça, c'est un sujet entier. Il faudrait une émission spécifique. Alors, il y a aujourd'hui à peu près 1 milliard d'euros d'argent public et semi-public qui est proposé sur ce sujet-là. Cet argent, il vient de l'Agirc-Arrco, il vient de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, il vient de la Caisse des dépôts, de la BPI. Donc, il y a pas mal de subventions. Il y a la CNSA aussi, bien sûr, avec les conférences des financeurs. Aujourd'hui, on a quand même la possibilité, quand on crée une start-up autour du vieillissement, de pouvoir commencer avec finalement de la subvention, le coup de pouce. Et ça, je trouve c'est très intéressant puisque notamment la Caisse nationale d'assurance vieillesse a un dispositif qui s'appelle le Viva Lab et ils sont capables en fait finalement de mettre un coup de pouce en amorçage, au démarrage et avec un vrai accompagnement qui est très rigoureux parce qu'ils ont cette vision en fait finalement à long terme. Après, là où on a un problème, c'est effectivement
Les business angels, on en trouve toujours, mais les tickets sont très faibles, malheureusement. C'est les fonds d'investissement qui, aujourd'hui, sont assez frileux pour venir sur nos secteurs, pour plusieurs raisons. Parce que pas mal de startups sont encore vraiment en état d'amorçage. Donc, c'est évidemment pour des tickets à 3 millions, 5 millions, 10 millions d'euros, évidemment, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de rentabilité suffisante. Pas de rentabilité. Et surtout, ils connaissent assez mal notre secteur parce que eux aussi ont ce présupposé agiste. Donc, on leur explique que le marché du vieillissement, c'est pas 2 millions de personnes dépendantes, c'est 16 millions de Français de plus de 60 ans, 90 millions d'Européens, 400 millions de Chinois et j'en passe. Donc, c'est des marchés potentiellement très intéressants. Donc aussi, on travaille avec ces fonds pour les faire changer de regard sur le sujet. Voilà, aujourd'hui, et il y a un autre problème aussi par rapport à la BPI. Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds BPI sur la santé, sur le numérique, sur l'inclusion, mais il n'y a pas de fonds spécifiques Silver Economy, et parce que la Silver Economy est une filière transversale, complexe, et donc c'est vrai qu'on aimerait qu'il puisse y avoir une enveloppe spécifique Silver Economy, ce qui était prévu au départ de la filière, mais qui n'a pas vu le jour. Peut-être que ça va évoluer dans ce bon sens. Nicolas Menet, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué qu'est-ce que c'est que l'agisme, parce qu'on ne connaissait pas vraiment ce nouveau mot finalement, et donc qui est en rapport avec la Silver Economy. En tout cas, pour réécouter cette émission, eh bien, je vous propose dès cet après-midi de vous connecter sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude, et puis bien sûr sur Facebook, et bien sûr sur notre plateforme barredeleconomie.fr. Je vous embrasse. Merci à nos deux invités aujourd'hui. Je rappelle que nous avons parlé de l'or de demain, la filtration de l'eau et de comment construire la société de la longévité. Eh bien, à lundi. Ciao, ciao. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Portez votre masque et puis allez vous aérer puisque nous avons tous jusqu'à 19h à partir d'aujourd'hui et pour 4 semaines.